Écho de la transition, un podcast pour explorer la transition écologique de manière positive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Échos de la transition. Aujourd'hui, on va parler d'activisme climatique, mais pas seulement. On va parler d'engagement, de sens, de force collective et de petites victoires. Mon invitée est Cécile Bessire, militante et porte-parole du mouvement Act Now. Avec elle, on va découvrir l'histoire et le fonctionnement de ce mouvement, mais aussi plonger dans une réflexion plus personnelle sur ce que ça veut dire aujourd'hui de consacrer sa vie à l'action pour le climat. Bonjour Cécile. Bonjour. Peut-être la toute première question que j'ai envie de te poser, Cécile, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être activiste ? Alors, c'est une question super intéressante parce qu'on en a beaucoup parlé, débattu chez nous. C'est vrai qu'au tout début, on essayait de pas du tout se nommer activiste parce que, en fait, il y a ce côté assez péjoratif dans l'activisme où, c'est soit des personnes très spéciales qui font des choses complètement badass que personne ne peut faire, ou alors, des jeunes militants pour le climat qu'on prend pas trop au sérieux. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est de se réapproprier ce terme et d'essayer de lui donner une nouvelle image. Donc on fait ça comme on peut, avec les moyens qu'on a à disposition. Mais du coup, pour moi, l'activisme, et comme on considère l'activisme dans Act Now, en fait, c'est juste le fait de prendre ses responsabilités et d'agir selon nos moyens pour créer les conditions pour le changement social. Et je crois que c'est ouvert à tous et toutes, et c'est aussi le message qu'on a envie de faire passer. Bon, c'est un très bon point de départ. Maintenant, on va enchaîner avec l'histoire du mouvement d'Act Now. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né le mouvement ? Alors le mouvement Act Now, il est né suite au succès de la campagne Renovate Switzerland qu'on avait lancée en 2022 et dont beaucoup de personnes ont entendu parler parce qu'on faisait ces actions très visibles dans les médias, des blocages de routes où on se collait. Et donc cette campagne demandait la rénovation thermique des bâtiments. On avait cet unique message. Et puis après 2 ans de campagne, on s'est rendu compte que c'était peut-être le moment de passer à autre chose. Il y avait aussi des gens dans le mouvement qui voulaient faire d'autres choses, qui avaient des idées un peu différentes. Donc on s'est dit que il fallait qu'on fasse aussi quelque chose qui soit durable sur le plus long terme. Parce que après 2 ans de campagne, on se dit ça a changé quelque chose, ça a eu un impact, mais il va falloir continuer. Donc on a gardé ce symbole du gilet orange qu'on a beaucoup vu, sur lequel c'était écrit Act Now dans le dos. Donc on a gardé ce nom et puis à partir de là, on a commencé aussi à organiser des activités sous ce nom-là, avec d'autres messages, d'autres demandes. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et du coup, c'est quoi l'objectif de Act Now aujourd'hui ? Alors, l'objectif d'Act Now, c'est toujours d'essayer de mobiliser des gens face à l'urgence climatique. Donc, notre vision à long terme, disons, c'est de faire une révolution face à l'urgence climatique. Donc, quand on parle de révolution, ce qu'on entend, c'est que pour faire face à l'urgence climatique, on a besoin d'un changement radical et profond, non seulement politique, économique, aussi culturel, social, un changement personnel, un changement dans nos relations. Et pour ça, du coup, on organise plein d'activités, plein d'événements. Mais l'idée de base, c'est de créer des espaces où on peut accueillir des personnes, où on peut donner la parole aux gens, où on peut proposer des activités et donner du pouvoir d'agir, en fait. Parce que je crois qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes sont conscientes de la situation dans laquelle on se trouve, mais se sentent impuissantes. C'est mon cas aussi parfois, moi, en tant qu'activiste. Et du coup, c'est de se mettre ensemble, d'expérimenter certaines choses, certaines qui fonctionnent, certaines fonctionnent un petit peu moins bien. Et puis de trouver des nouvelles manières d'être ensemble, des nouvelles manières de répondre à la crise qui soient beaucoup plus saines et durables que les stratégies actuelles qui nous ont menés à la crise dans laquelle on se trouve. On va développer un tout petit peu plus ces thèmes tout à l'heure. Je me demandais, le mouvement, comment il fonctionne au niveau de la gouvernance, par exemple ? Ouais, alors on fonctionne en gouvernance partagée. Donc ça fait aussi partie, c'est une partie très importante de ce qu'on fait, c'est d'essayer de fonctionner en collectif différemment de ce qu'on connaît. Donc traditionnellement, c'est des structures qui sont hiérarchiques, où il y a des personnes qui ont du pouvoir, d'autres qui en ont moins, il y a beaucoup de relations de domination. Et donc on essaye aussi d'expérimenter des manières d'être qui soient différentes. Donc en gouvernance partagée, le pouvoir il est distribué par des rôles, on fonctionne en cercle. On a toujours des réunions, des espaces qui sont facilités.
Donc il y a toujours quelqu'un qui est là pour donner la parole, s'assurer que tout le monde puisse prendre la parole, parce que souvent, dans les espaces qui ne sont pas facilités, on voit des schémas de pouvoir implicite qui se mettent en place, où c'est par exemple tout le temps les mêmes personnes qui prennent la parole. Et on essaye vraiment de développer des structures qui soient inclusives. Donc on a une structure nationale, qu'on est actif partout en Suisse, mais on a aussi des groupes locaux à Genève, à Lausanne, Berne, Zurich, Bâle. Et Valais, un petit groupe. Voilà. Et donc voilà, il y a une structure centralisée, on est assez bien organisé, mais après, il y a aussi de la place pour les initiatives personnelles et en fait, on essaie de donner la possibilité à chacune de participer selon ses moyens. Et ça concerne combien de personnes à peu près combien de gens participent aux diverses actions, réunions ? Alors, on a un noyau de bénévoles qui ont des rôles et qui font régulièrement des choses d'une 60aine de personnes. Après, des gens qui participent de temps en temps aux actions ou qui sont venus à des événements, on a 300, 400 personnes. Et puis ensuite, on a un réseau de soutien, disons, avec plusieurs milliers de personnes, mais qu'on informe via la newsletter, qui font des dons de temps en temps, ou qui regardent ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Qui vous suivent un peu dans... Voilà, c'est ça. Dans vos actions. L'activisme chez Act Now, c'est pas seulement des actions coup de poing, c'est aussi toute une philosophie dont on va parler tout à l'heure. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler des différents types d'actions que vous avez réalisées ? Déjà, comment vous décidez d'une action ou d'un objectif ? Comment ça se passe ? Et puis, j'avais envie aussi de te poser la question, comment on décide un jour de se coller la main sur une route ? C'est quelque chose qui a marqué les gens. Comment on en arrive là ? Ouais, alors on fait des actions non violentes et il y a vraiment plein d'actions, de différents types d'actions non violentes. Il y a cette personne qui s'appelle Jean Sharp qui a fait une liste de 198 méthodes d'action non violente. Donc ça passe par le discours dans la rue, la distribution de flyers, à des campagnes de boycott ou de désobéissance civile. Et c'est vrai qu'au début, on faisait beaucoup de désobéissance civile parce qu'on voulait surtout attirer l'attention sur notre message. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on a envie de faire passer un message ou apparaître dans l'actualité, malheureusement, la perturbation, c'est la seule chose qui fonctionne. Donc au début, notre objectif, c'était d'attirer l'attention sur notre message, se faire connaître. Avec ce type d'action-là, il y a évidemment des répercussions juridiques. Donc c'est des actions qui sont plus ou moins risquées. Il y a des gens qui sont prêts à prendre ces risques, d'autres pas. Et puis, sinon, on fait aussi des actions qui sont beaucoup moins risquées, qui ne sont pas de la désobéissance civile. Donc on a fait des actions dans la rue, par exemple des die-in où tout le monde se couche par terre pour symboliser la mort face à l'urgence climatique. Donc ça, c'est beaucoup moins risqué. On a aussi organisé des actions plus artistiques ou performatives. Et le but, ça dépend tout le temps de qui veut proposer une action, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Chacun chez vous peut proposer de faire une action dans un but précis ? Voilà, c'est ça. Donc on est ouverte à ce que des gens proposent des actions. Parce que des fois, voilà, on a envie de faire une action juste parce qu'on ressent des émotions très fortes. Et non, on a envie de les exprimer. Donc ça, on essaie de soutenir tant que ça rentre dans ce cadre de la non-violence comme nous, on la conçoit. Et sinon, au niveau national, on a aussi des campagnes plus larges qu'on fait. Donc il y avait cette campagne Renovate. À un moment donné, on avait fait cette campagne qui s'appelait Liberate et qui était focalisée sur la mobilité. Et puis, on va bientôt lancer une campagne qui sera en lien avec le pétrole et qui va viser l'industrie pétrolière en Suisse. Et donc là, le but, c'est pas uniquement de s'exprimer ou de dénoncer, mais aussi vraiment d'essayer d'entrer en dialogue avec les acteurs et les actrices de l'industrie pétrolière et puis d'essayer de faire avancer les choses concrètement. Donc c'est aussi un levier d'action. C'est pas uniquement pour dénoncer ou vouloir s'exprimer, mais c'est aussi un levier pour essayer de faire avancer les choses. Comme je le disais avant, il y a plusieurs manières d'aborder l'activisme au sein d'Act Now. Alors je cite, « Le travail de l'activiste ne consiste pas qu'à lever le poing, mais également à ouvrir la main. » Alors est-ce que tu peux nous expliquer cette métaphore ? Oui, alors ça c'est dans notre ADN. Donc l'ADN c'est ce qui nous relie. Parce que c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent avec des idées différentes, avec des besoins différents.
Et il y a quand même quelque chose qui nous relie, qui est la non-violence, et qu'on décrit dans notre ADN à travers 2 métaphores qui sont le point levé et la main ouverte. Donc le point levé, c'est l'idée d'aller dans la rue et de faire des actions coup de poing pour attirer l'attention, pour s'exprimer, pour secouer la situation et puis pour créer des réactions. Mais ça suffit pas parce que sinon on est là, on fait nos actions et puis il y a des conséquences. Et puis ensuite il faut faire quelque chose de ces conséquences qu'on a créées avec nos actions. Et c'est là l'idée de la main ouverte. En fait, à partir de ça, créer du dialogue, essayer de créer des liens, des discussions à partir de nos actions pour pouvoir avancer en fait. Parce que c'est seulement à travers la discussion, le dialogue, la relation qu'on va pouvoir trouver des solutions. Et donc la non-violence pour nous s'incarne vraiment à travers ces 2 métaphores. Et donc ACNAO, c'est aussi un laboratoire d'idées. Vous menez des réflexions. Donc comment vous passez de l'action à la réflexion ? Comment on passe de l'action à la réflexion ? Alors je crois qu'il n'y a pas de passage de l'un à l'autre. En fait, c'est tout le temps en dialogue aussi. Donc on est tout le temps en action, alors pas forcément tout le temps dans les rues. Je pense que ce que les gens voient et connaissent, c'est les actions coup de poing. Mais en fait, on est tout le temps en train de faire des choses, d'organiser des conférences, de distribuer des flyers. Ensuite, il y a la réflexion qui est toujours présente aussi parce que on essaye de fonctionner sur un mode ressentir et ajuster. Donc l'idée, c'est de faire des choses et puis essayer d'analyser le retour direct qu'on a de ces choses. Et puis si ça ne fonctionne pas, trouver un petit peu une manière différente de les faire. Et voilà, en fait, c'est tout le temps là, cette réflexion et cette évolution. Et c'est aussi ce qui nous fait avancer. Mmh. Et quel regard tu portes, toi, sur les critiques qui visent parfois les mouvements écologistes, la radicalité, l'illégalité ? Est-ce que c'est aussi un moteur de la réflexion ? Pour moi ou pour les autres, la réflexion ? Oui, alors... Pour toi, pour tout le monde. Je pense que c'est important et puis c'est normal que des personnes ne soient pas d'accord avec ce qu'on fait. Et puis en fait, les actions, nos messages révèlent ou font remonter à la surface des accords ou des conflits qui existent déjà dans la société entre des personnes qui ont envie de faire évoluer les choses, qui ont envie d'agir pour le climat ou pour d'autres sujets, et les personnes qui n'ont pas envie que ça se passe ou qui ne sont pas suffisamment informées ou qui ont peur. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas apprécier ces actions. Et en fait, le fait de les faire, ça permet d'avoir une discussion à ce propos. Cette réflexion met aussi en évidence l'importance de l'ouverture aux autres, du lien. Tu en as déjà parlé. C'est une réflexion qui se fait au service de la société. Comment ça marche ? Alors, je pense que c'est une posture ou une certaine vision qui est qu'on n'est pas là pour pointer du doigt ou dire ce que d'autres personnes font faux, même si évidemment il y a plein de choses qui dysfonctionnent. On n'est pas là pour essayer de convaincre ou pour essayer d'imposer notre vision du monde. Mais en fait, on est là pour créer cette discussion, pour qu'on puisse trouver des solutions communes, parce qu'on est tous et toutes dans cette situation. Et puis on va tous et toutes devoir y faire quelque chose, même si actuellement c'est une réalité qu'il y a certaines personnes qui s'engagent. Et en tant qu'activiste, parfois souvent, on est marginalisé, dans le sens où on ne nous prend pas au sérieux, ou alors on se dit, c'est bon, les activistes vont faire le travail, et du coup, moi, je peux continuer, mais en fait, non. L'idée, c'est que c'est notre responsabilité à tous et toutes d'agir, et qu'on a tout ce potentiel d'être activiste, et que on le fait pour le bien commun. Et on doit être ensemble. On doit être ensemble, ouais, totalement. Comment on fait pour concilier la radicalité des messages avec cette ouverture au grand public ? Comment on fait ce lien ? Alors, je pense qu'effectivement, on a des messages qui sont radicaux, mais c'est des messages qui sont tout à fait réalistes, et puis c'est pas nous qui les avons inventés. Enfin, je veux dire, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les scientifiques alertent sur la situation, et beaucoup d'entre nous qui nous engageons, on a été très touchés par ces choses. Enfin, on a peur, on est angoissés,
Et voilà, on est arrivé à devoir faire des actions qui sont radicales, à devoir s'engager, parfois arrêter notre travail, avoir des conflits dans notre famille. Mais au final, on est juste des personnes ordinaires qui sommes inquiètes et qui voulons que les choses changent. Et je crois que ce côté humain, ordinaire, on essaie aussi de le transmettre via toutes les autres choses qu'on fait. Et puis notre manière d'aborder les gens. Ouais. Comment faire pour que l'activisme ne reste pas confiné à un cercle de déjà convaincus, mais touche des nouvelles personnes ? Ouais, c'est une grande question parce que c'est quand même une réalité qui est qu'on mobilise un certain type de personnes qui sont quand même déjà conscientes, qui ont les ressources et la capacité de s'engager. Donc c'est difficile aussi quand soi-même on vient d'un certain milieu, d'aller parler aussi à des personnes qui viennent d'autres milieux. Après, j'ai pas la solution de comment faire, voilà, sinon je le ferais. On essaye des choses. Et je crois que l'idée aussi, c'est que c'est des idées ou des pratiques qui se propagent et peut-être qu'elles commencent dans des petits groupes, mais que de fil en aiguille, par les relations que les personnes tissent entre elles, eh ben c'est des choses qui peuvent se propager plus loin dans la société. Et heureusement, on n'est pas non plus les seules personnes à s'engager à faire des choses. Enfin, il y a plein de collectifs, plein d'organisations qui font des choses différentes, qui parlent peut-être à d'autres personnes aussi. Donc cette diversité-là, elle est importante. Je trouve intéressant, dans votre ADN justement, vous mettez en avant l'importance des petites victoires. J'aime bien cette phrase, « Nous accordons de l'importance aux petites victoires, celles du quotidien, celles que l'on a tendance à ne pas remarquer, celles que l'on prend bien trop souvent comme acquises. » Pourquoi c'est important, les petites victoires ? Parce que si on se focalise sur la révolution et le fait de sauver le monde, on est désespéré au bout du 3e jour, je crois. Non, il y a ce côté-là où, en fait, il y a besoin pour pouvoir continuer de se focaliser sur les petits pas. Et puis aussi parce que c'est des choses qu'on n'a pas tendance à voir dans notre quotidien et qui sont tellement précieuses et auxquelles je pense que c'est révolutionnaire et radical aussi d'accorder de l'importance. Par exemple, les liens créés avec certaines personnes, ou bien une personne qui a du mal à s'exprimer et qui tout d'un coup trouve ce courage de dire ce qu'elle pense. Voilà, donc ce genre de petites choses qu'on pense acquises, mais qui ne le sont pas du tout. Il y a une autre phrase que j'ai relevée sur votre site, c'est « Nous cultivons une force à la fois individuelle et collective en créant des espaces où les gens peuvent se rassembler, être entendus, vivre des moments de joie et agir concrètement face à la crise climatique en cours. » Donc ça résume assez bien ce qu'on a déjà un petit peu dit. Et puis ici, il y a la notion de joie qui me plaît beaucoup. Alors pourquoi c'est important la joie ? Alors, la joie, c'est important parce que malgré toutes les horreurs qui se passent dans le monde, je pense qu'on doit trouver à l'intérieur de nous une raison pour laquelle s'engager, et une raison de trouver ça joyeux aussi. Et je dirais que ici, l'idée de la joie, c'est pas une injonction de dire ah mais tu dois être heureux, heureuse, voilà, pour telle ou telle raison. Mais c'est très lié au collectif, et c'est très lié au fait de faire des choses ensemble. Et je sais pas si vous avez déjà participé à une manif ou à une action pour le climat, mais ce moment où on est avec plein de personnes qui partagent les mêmes idées, on se sent super fort et super puissant, et je trouve que c'est une joie qui donne tellement de force. Et puis c'est ces moments-là où voilà, dans des situations avec d'autres personnes, on ressent quelque chose qui est très 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 puissant. C'est vraiment important d'être ensemble. Voilà, c'est ça, être ensemble, et aussi, je pense, se rendre compte qu'on dépend les uns des autres, parce que c'est vrai alors, tout le monde dit ça, mais il y a du vrai là-dedans, qu'on vit dans un monde quand même assez individualiste. Et en fait, seul, on n'est rien. Et du coup, de se rendre compte que voilà, on est dépendant d'autres personnes, du monde autour de nous, en fait, ça nous apporte une responsabilité aussi. Et je trouve que cette responsabilité, elle est super joyeuse. Parce que, voilà, en fait, on n'est pas seul, et puis on a quelque chose à faire dans ce monde.
C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs de mes invités qui m'ont parlé de quelque chose de similaire. C'est peut-être la joie, c'est peut-être le besoin de trouver dans ton quotidien, au jour le jour, de quoi se réjouir. C'est vraiment important dans un chemin où on s'engage, d'avoir aussi ça pour pouvoir continuer plus longtemps. Oui, je pense même en fait que c'est quelque chose qui émerge avec l'engagement parce que en étant activiste, en ayant vécu ces situations, j'ai découvert des émotions, des sentiments et des choses que je connaissais pas avant. Donc c'est aussi quelque chose qui est totalement transformateur et j'ai aussi entendu plusieurs personnes qui se sont engagées chez ACNA ou dans d'autres mouvements militants qui disent ouais, en fait j'ai découvert quelque chose de totalement nouveau et de super fort, donc je crois que c'est aussi quelque chose qu'on connaît pas forcément si on n'est pas engagé dans un collectif. C'est intéressant parce que justement, j'allais poser une question sur les émotions en général. On parle de joie, mais j'imagine que dans le militantisme, il y en a d'autres. Il y a la colère, la tristesse, l'espoir, le désespoir. C'est aussi quelque chose que vous thématisez ? Oui, totalement. Je pense qu'on ne peut pas ne pas être en colère, ne pas être désespéré quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est juste affreux. Et voilà, c'est des choses qu'on ressent et de les partager avec d'autres personnes, c'est super important. Et on organise aussi, entre nous, on a des espaces qui sont des cercles de parole pour parler aussi, par exemple, des situations qui sont particulièrement difficiles. Voilà, je crois que c'est super important de parler de ces émotions. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on a tendance à les enfouir ou bien à penser que c'est pas sérieux. Et en fait, nous, on met beaucoup de valeur sur les émotions. Dans un autre sujet, un petit peu, dans un article, j'ai relevé cette citation « Le changement vient toujours du bas, d'où l'importance des mouvements sociaux ». Et avec d'autres invités, on a aussi souligné la réalité plutôt systémique de la crise climatique. Alors, quelle est ton opinion là-dessus ? Oui, alors je pense que c'est complètement systémique. L'idée derrière le fait de dire que le changement vient du bas, en fait, c'est que je pense qu'il n'y a jamais aucune décision politique vraiment radicale qui a été prise, parce que les décisions qui sont prises en politique, elles sont le miroir de la société dans le sens où elles reflètent qu'est-ce qu'à un moment donné la société trouve acceptable ou pas. Donc par exemple, le mouvement MeToo, il y a eu beaucoup d'avancées après ce mouvement-là, politique, juridique, mais en fait c'est venu parce qu'il y a des personnes qui se sont exprimées sur leur situation, pareil avec la grève pour le climat. Et donc, quand je dis que le changement vient du bas, c'est dans le sens où nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'apporter dans le débat public des nouveaux messages, une nouvelle manière de voir les choses qui fait évoluer la vision de la société sur l'urgence climatique. Et puis c'est à partir de ça aussi qu'ensuite des décisions politiques qui vont dans ce sens vont être prises. Et puis ensuite, il y a encore un deuxième aspect qui est que toutes les structures en place actuellement, elles fonctionnent parce qu'il y a des gens qui les acceptent et qui obéissent à ces structures-là. Donc ça, c'est aussi toute l'idée derrière la désobéissance civile, qui est de dire, il y a une injustice, donc on ne va pas obéir à ça, et le fait de ne pas y obéir va faire tomber cette injustice ou cette structure qui maintient cette injustice. C'est quand même assez radical de désobéir. La désobéissance civile, c'est quelque chose d'assez fort. Comment ça s'est passé pour toi, ce moment où tu t'es dit je vais agir, je vais faire cette action ? Alors, je pense que j'étais pas trop informée sur la désobéissance civile ou les mouvements sociaux, parce que je me suis quand même beaucoup intéressée à l'écologie, aux injustices. Mais c'était toujours dans une perspective très individuelle, je pense. Comme beaucoup de personnes, faire des courses en vrac, pas acheter de vêtements neufs, tout ça. Et puis en 2019, je suis allée à une présentation d'Extinction Rebellion. Et là, on m'a présenté la réalité climatique. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment bien pire que ce que je pensais. Et puis, ça m'a fait un choc, je crois, même si j'étais vraiment consciente, j'avais l'impression. Et en même temps, dans cette présentation, il parlait du mouvement des droits civiques, de Gandhi, de Rosa Parks. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Parce que ça me paraissait tellement évident face à cette urgence
catastrophique. Et en fait, mettre son corps à disposition, dans les rouages du système pour dire non, j'ai pas envie que ça continue comme ça, c'était un peu la seule chose qui me semblait être à la hauteur face à l'urgence, ouais. Joli. On va revenir tout à l'heure un peu plus sur justement ton parcours personnel. Je voulais te poser une dernière question sur Act Now avant de passer à cette deuxième partie. C'est comment tu vois l'avenir du mouvement et puis comment tu vois peut-être aussi le rôle des nouvelles générations dans le mouvement Act Now. Alors, c'est difficile de dire comment je vois l'avenir du mouvement parce qu'il y a d'un côté ce que j'espère pour le mouvement, qui est qu'on puisse continuer nos activités, qu'on puisse grandir, qu'on puisse donner à toujours plus de personnes ce pouvoir d'action, cette envie de s'engager. Donc ça, c'est ce que j'ai envie. J'ai aussi envie qu'on puisse vraiment avoir un impact large. Et d'un autre côté, il y a la réalité qui est que c'est vraiment pas toujours facile, que actuellement, on a un manque de ressources financières, de ressources humaines, que c'est dur de mobiliser des gens, qu'il y a la situation politique dans le monde, en Suisse, qui est tellement décourageante qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent en fait, je peux plus rien y faire. Donc il y a aussi cette réalité-là qui est pas toujours facile. Et c'est très, très imprévisible, mais dans tous les cas, c'est sûr que moi, en tout cas, et je sais que d'autres personnes autour de moi, on veut continuer et puis on verra comment ça évolue. On a beaucoup parlé d'Act Now, de vos actions et de la manière dont vous abordez l'activisme. Mais derrière un mouvement, il y a aussi des personnes, des histoires individuelles, des parcours singuliers. Et j'aimerais maintenant qu'on fasse un pas de côté et qu'on parle un peu plus de toi, de ton cheminement personnel et de ce qui t'a amené à t'engager à 100% dans cette cause. On a déjà commencé à en parler, mais ma première question, ce serait de dire tu as quitté ton job pour t'engager à 100% pour la cause climatique. Comment ça s'est passé ? C'était pas facile. Ouais, parce que j'imagine. Non, j'étais logopédiste. Je travaillais comme indépendante et aussi dans une école spécialisée. Et puis, je venais de signer mon contrat pour un CDI, la première fois de ma vie. Puis à côté, j'ai commencé à m'engager avec Extinction Rebellion. Et puis en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était juste pas possible pour moi, c'était de faire les deux en même temps parce que les deux demandent tellement d'investissement émotionnel. Et puis, ouais, ça m'a vraiment fait entrer dans une crise existentielle où je me suis dit, mais il faut que je trouve une solution à ça. Et puis, je pense que j'ai quand même toujours eu en moi cette partie de j'ai envie de faire le bien, j'ai envie de faire les bonnes choses, d'aider les gens autour de moi. Et donc je me suis dit, si j'ai vraiment envie d'aider ces enfants, je préfère m'engager pour leur avenir plutôt que de leur apprendre le nom des animaux qui sont tous en train de s'éteindre, quoi. Mais c'était pas facile, ouais. C'est une image marquante. D'où te vient ce besoin d'agir ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience à un moment donné ? Tu m'as parlé avant d'Action Rébellion. Est-ce que tu es quelqu'un d'engagé depuis toujours ? Comment ça s'est passé ? Je pense que j'ai toujours été sensibilisée à l'écologie, disons. Dans ma famille, mes parents, ils étaient quand même très sensibles à ça. Et puis je pense qu'à leur niveau, ils agissaient beaucoup. Donc par exemple, on n'a jamais pris l'avion. On a toujours eu de la nourriture locale. Ou bien par exemple, je sais pas, ils nous interdisaient d'aller au McDo ou ce genre de choses. Mais ils n'ont pas du tout transmis de culture militante. On n'est jamais allé à des manifs où on ne parlait pas non plus énormément de politique. C'est plus quand je suis arrivée au gymnase que j'ai commencé à m'intéresser avec un groupe d'amis que j'avais. Puis, je sais pas, à cette époque-là, il y avait Mister Mondialisation sur YouTube. Je ne sais pas si tu connais, mais je me suis un peu sensibilisée avec ça. À l'époque, c'était vraiment le truc. Et quand on voulait être un peu critique, j'ai l'impression. Mais voilà, après, j'ai fait les choses de mon côté.
Et puis quand j'ai fini mes études et puis que j'ai trouvé ce job, en fait, je me suis dit mais je vais pas pouvoir passer ma vie à juste travailler puis avoir une petite vie tranquille parce que je crois que c'est jamais quelque chose qui m'a correspondu. Et donc j'ai cherché sur Internet qu'est-ce que je pouvais faire. Puis par hasard, je suis tombée sur XR et là, il y a eu cette prise de conscience vraiment très, très forte. Et ça a démarré ton engagement. Voilà. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de s'engager mais qui ne sait pas par où commencer, ce serait quoi ? Je pense essayer de rencontrer des personnes qui partagent la même inquiétude. C'est un bon début. Voilà, je dirais que c'est ça, ouais. Et puis, par exemple, nous, on organise des soirées d'info, des événements d'accueil régulièrement. Et puis, je pense que ça fait vraiment du bien parce qu'on a tendance à se sentir très, 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 très seul avec tout ça. Ouais, se regrouper, se rassembler, c'est ça. C'est toujours un peu le mot d'ordre. Voilà, en parler, voir aussi si ça nous correspond, ce que font les différents groupes. Toi, comment tu vis ça dans ton quotidien, au jour le jour ? Bien. Non, franchement, je me sens super alignée avec toutes les décisions que j'ai prises et avec ce que je fais. Enfin, je sais que j'ai vraiment envie de faire ça et de continuer parce que ça fait tellement de sens. Je me sens très libre aussi parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé une voie et d'avoir réussi un peu de me débarrasser de toutes les normes qu'on aurait voulu me mettre dessus ou bien voilà, on voulait me faire suivre un certain chemin et j'ai réussi à me débarrasser de ça. Donc je me sens très libre. Après, matériellement, c'est plus compliqué parce que je vis avec un très petit salaire et je sais jamais vraiment jusqu'à quand ça va pouvoir suffire. Et donc il y a quand même un côté très insécurisant de ne pas savoir comment sera l'avenir, de combien de temps on pourra faire ça, quelle solution on devra trouver. Donc ça, c'est plus dur, ce côté-là. C'est la question aussi que je me pose souvent, c'est quand on s'implique comme ça, comment on arrive à rester positif, optimiste, et puis justement à croire en un avenir qui est quand même toujours incertain. Alors je pense que je me focalise pas trop sur les résultats. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi. On a ce principe qui dit le chemin en tant que le résultat. Donc voilà, c'est aussi en lien avec l'idée des petites victoires. Et je crois que j'essaie de me rattacher plus à mes valeurs, à pourquoi je le fais, ma conviction d'avoir fait les bons choix, aux liens que j'ai tissés avec les gens. Je pense que c'est là que je trouve la force de continuer, ouais. Et puis comment on tient sur la longueur ? Alors, j'ai dû apprendre à aussi pouvoir prendre soin de moi un peu. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à m'engager avec XR, et puis ensuite avec Renovate Switzerland, je me disais, allez, je vais tout donner pendant 3 ans. Et tant pis si je me brûle, tant pis si j'ai plus d'énergie à la fin. Mais comme j'aurais tout donné, on aura réglé tous les problèmes et ensuite je pourrais retourner à ma vie normale. Évidemment, ça se passe pas comme ça. Et donc, il y a eu cette période sur plusieurs années où j'ai vraiment tellement donné et où ça m'a complètement épuisée. Et je pense aussi en parallèle avec tout ce processus de rendre Act Now plus résilient sur le long terme, c'était aussi très lié à comment moi-même je pouvais être plus résiliente sur le long terme. Donc voilà, des fois je fais moins qu'avant, mais c'est tellement important parce que si je prends pas soin de moi, je vais pas pouvoir continuer, quoi. Oui, tu dois développer des stratégies pour pas t'épuiser dans le combat. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'agacent ? Oui, ouais, il y a beaucoup de choses qui m'agacent. Des petites choses dans le quotidien, mais j'essaie de pas trop m'arrêter là-dessus parce que, voilà. Et puis j'essaye aussi surtout de pas m'énerver contre les personnes qui font des choses qui m'agacent et puis plutôt d'essayer de... J'ai un petit exercice que je fais depuis quelques mois qui est de cultiver la compassion pour les gens qui font des choses énervantes parce que, voilà, je sais qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on fait certaines choses et donc j'essaie de comprendre. Et après, il y a des choses qui me mettent très, très, très en colère et les raisons sont différentes, quoi. C'est important d'essayer de rester calme et puis de mettre son énergie au bon endroit. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des personnes ou des projets qui t'inspirent et que tu aimerais partager avec nous ? Ouais, alors, il y a pas mal de choses qui m'inspirent. Au début de cette année, j'ai commencé à suivre une formation avec un centre sur la non-violence aux États-Unis qui transmet la non-violence selon Martin Luther King. Et en parallèle, j'ai aussi lu un livre qui s'appelle Healing Resistance
de Kazuhaga, qui est un activiste et formateur en non-violence et aussi en justice restaurative. Et ça m'a vraiment ouvert des perspectives totalement nouvelles de comment on pouvait considérer l'activisme. Et je pense aussi apporter quelque chose que je recherchais depuis un moment, qui était une manière de considérer l'activisme beaucoup plus saine et résiliente. Parce que c'est vrai que des fois, dans les milieux dans lesquels j'ai été, c'était très combatif. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le juste, il y a le faux, et on doit y aller, on doit combattre, on doit imposer nos idées. Et je me suis jamais vraiment sentie très à l'aise avec ça, parce que moi-même, je pense qu'il y a des côtés de moi qui sont pas parfaits, puis je connais plein de monde qui sont pas d'accord avec moi. Donc ce qui m'intéresse surtout, c'est pas de comment est-ce qu'on peut combattre ces personnes ou imposer nos idées, mais plus de comment on peut trouver des manières d'être ensemble. Et je pense que la non-violence, c'est vraiment une réponse radicale à toute cette violence banalisée qu'on rencontre dans notre quotidien. J'aime bien la notion de radicalité de la non-violence. C'est déjà le mot de la fin, Cécile. Dans les échos de la transition, on aime finir sur une note positive. Toi, ce serait quoi ta plus belle réussite, ton projet préféré ou peut-être une actu encourageante que tu aimerais partager avec nous? Ouais, je trouve difficile cette question, et pas parce qu'il n'y a pas de choses positives, mais parce que je pense que, voilà, on ne va pas parler de toutes les horreurs qui se passent, mais malgré ça, il y a beaucoup de choses positives. Et une chose à quoi j'ai pensé, de laquelle je suis particulièrement fière, c'est que ça fait tellement d'années que j'ai l'impression d'avoir donné tellement de moi-même pour construire cette organisation, ce mouvement. Et puis maintenant, depuis quelques mois, je commence à avoir des échos de gens qui me parlent de personnes qui s'engagent dans Act Now et que je connais pas du tout, et qui ont des idées et qui s'approprient en fait cette organisation pour agir. Et ça, je suis fière en fait d'avoir réussi à construire une organisation qui donne cette force-là à des personnes que je connais pas, peut-être que je rencontrerai jamais. Et puis j'espère que ça va continuer de se propager et que beaucoup de personnes pourront s'approprier cette culture, cette envie d'agir et en faire quelque chose. J'aime beaucoup, beaucoup ce mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Cécile, pour cet échange très inspirant. Et personnellement, j'ai aussi envie de te dire merci pour ton engagement. On retient que l'activisme, ce n'est pas seulement lever le poing, c'est aussi construire, réfléchir, relier et célébrer. Avec Act Now, on voit qu'il est possible de conjuguer radicalité et humanité, lutte et joie. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient s'engager, souvenez-vous que chaque petite victoire compte et qu'on peut commencer là où on est, avec les moyens qu'on a. Merci à vous qui avez écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous et surtout n'hésitez pas à agir si vous en ressentez l'envie ou le besoin. À tout bientôt pour un prochain épisode.